Bonsoir, émission spéciale législative sur TV Fil. Il est un peu plus de 18h si vous nous suivez en direct. Et nous allons être ensemble pendant 1 heure pour évoquer les dossiers de la première circonscription. Bonsoir Catherine. Oui, bonsoir Wilfred, bonsoir à tous, bonsoir à nos invités. Effectivement, jusqu'au 7 juin, la rédaction de TV Fil 78 vous propose 6 débats sur 6 circonscriptions majeures du département des Yvelines. Et nous débutons aujourd'hui, 24 mai, par la première circonscription, celle qui concerne Versailles-Nord, Guyancourt et Montigny. Alors 12 des 15 candidats qui sont sur cette circonscription vont se succéder ce soir et on commence avec les premiers par ordre d'importance de leur parti sur la circonscription lors du dernier scrutin. C'est comme ça qu'on a désigné vos emplacements. François de Mazières, bonsoir. Vous êtes maire de Versailles, vous êtes candidat investi par l'UMP et vous vous présentez en tant que d'hiver droite. Isabelle Tissin-Jean, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancienne présidente de Sauvons-la Recherche, vous êtes candidate pour le Parti Socialiste et vous êtes élue au Conseil régional. Et pour continuer ce tour de table, Jean-Marc Coursin, bonsoir, candidat Modem donc sur cette première circonscription, également président de l'association Quinca Citoyen, et Dominique Touly, enfin bonsoir à vous. Vous avez également été candidate lors des élections cantonales, c'était sur Versailles également en 2011. Avant de lancer les débats, je vous propose un premier reportage pour mieux saisir les enjeux de cette première circonscription. Le point avec Adrien Citeau. La première circonscription des Yvelines regroupe les communes de Montigny, Guyancourt et la partie nord de Versailles. Elle compte environ 150 000 habitants. Le député UMP sortant Étienne Pinte a été élu dans la première circonscription en 1978 et réélu depuis lors. Il ne se représente pas. Pour ce premier tour du scrutin, ils sont 15 candidats à briguer un mandat. Plusieurs enjeux concernent cette circonscription. Côté transport, le territoire de la première est traversé par le tracé du métro du Grand Paris avec la création de 3 gares, 2 à Guyancourt près du Technocentre et de l'Université et une à Satory. Pour l'heure, la ligne est aérienne, mais une opposition des maires du plateau de Saclay et celui de Guyancourt se sont ouvertement prononcés contre et prônent l'enfouissement. Économie ensuite, Montigny et Guyancourt sont 2 villes dynamiques. Saint-Quentin en Yvelines est le 2e pôle économique de l'ouest parisien derrière la Défense. Versailles mise de son côté sur le développement du plateau de Satory. Culturellement, Versailles est une cité d'histoire avec son château et son théâtre Montancier. Montigny dispose également d'une scène nationale et Saint-Quentin en Yvelines a obtenu le label Ville d'art et d'histoire. Éducation enfin, l'université de Versailles-Saint-Quentin est répertoriée dans le classement de Shanghai en 2010, qui classe les 500 meilleurs établissements d'enseignement supérieur à travers le monde. Au premier tour en 2007, Étienne Pinte était arrivé en tête avec 46% des voix, devant Sylvie Faucheux pour le Parti Socialiste avec 22%. Voilà, on a situé les enjeux de cette première circonscription. D'abord, on va commencer par une question générale. On va vous donner 30 secondes, parce que le débat est long. Je voudrais connaître à chacun d'entre vous votre mesure prioritaire si vous êtes élu à l'Assemblée nationale. On va commencer par François de Mazières. Ma mesure prioritaire, elle va toucher à un domaine qui est très sensible pour l'emploi, qui est celui du logement. Vous savez, aujourd'hui, on a du mal à construire. Et pourquoi on a du mal à construire? C'est parce qu'il y a beaucoup de lenteurs qui sont dues notamment au problème des recours. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une procédure en référé, ce qui permettrait d'accélérer considérablement la construction. Et en accélérant la construction, on ferait de l'emploi. Et je crois que c'est la question fondamentale aujourd'hui pour bien un grand nombre des Français. Donc le logement. Isabelle Tissin-Jean. Moi, sans grand suspense, ma priorité, c'est la jeunesse. Et donc, ça serait l'une des mesures phares du programme porté par François Hollande, qui est le contrat génération, qui permet à la fois de rassembler en plus. Je trouve que cette mesure est particulièrement exemplaire, puisqu'elle rassemble à la fois les jeunes et les seniors, qui sont les uns et les autres particulièrement frappés en ce moment par l'une des problématiques majeures que nous rencontrons aujourd'hui, et qui est la problématique du chômage, à laquelle il va vraiment falloir apporter une réponse. On est dans une crise sociale, une crise économique. Il faut faire ça face à ça. C'est la question centrale. Logement pour François de Mazières, jeunesse pour vous, Isabelle Tissin-Jean. Jean-Marc Coursin. Alors moi, ce serait une mesure qui ne coûte pas d'argent. C'est faire des propositions, parce que on ne décide pas quand on est député, on propose des lois pour moraliser la vie publique, avec plusieurs mesures. Donc l'interdiction du cumul de mandats, l'interdiction du mélange des intérêts privés et publics, l'interdiction, l'inéligibilité des députés, enfin des élus qui ont été condamnés pour corruption, et en 4e lieu, une justice réellement indépendante. Mais je voudrais rappeler quand même le rôle du député, qui est en premier lieu, c'est de représenter la circonscription, en 2e lieu, de proposer, de voter des lois,
Et en troisième lieu, de contrôler l'action du gouvernement au nom du peuple français. Et c'est toute la difficulté de l'exercice, se faire élire sur un territoire pour ensuite défendre des intérêts nationaux. Ça expliquera un petit peu les discussions qui vont forcément glisser vers des dossiers d'enjeux nationaux. Exactement. Dominique Touly, enfin. Moi, je rebondis sur l'actualité, c'est-à-dire que je refuserais tout de suite les plans d'austérité qui sont imposés par l'Union européenne avec la complicité de l'UMP et du Parti socialiste. Monsieur Hollande déjà parle d'un plan de renflouement pour il parle de croissance. Oui, il parle de croissance, mais déjà on commence à vouloir prendre de l'argent dans la poche des Français en renflouant la Grèce qui déjà a coûté 66 milliards d'euros. Qui, s'il s'agit d'un nouveau plan, coûtera encore 40 milliards. Cela représente à peu près 1 000 euros pour chaque Français. Je pense qu'il est temps d'arrêter et c'est pour ça que je me situe... Vous avez dépassé vos 30 secondes, même, tous les... En tout cas, on a compris, voilà, quatre priorités très différentes. Voilà, on va passer maintenant à la première des thématiques qui vont nous intéresser ce soir. Enseignement, éducation, c'est le premier sujet. Le territoire de la première circonscription, on en parlait tout à l'heure. On y retrouve l'université de Versailles-Saint-Quentin. Sur Versailles, Guyancourt et Montigny, ce sont les 3 communes justement de cette première circonscription. L'université de Versailles-Saint-Quentin représente 19 000 étudiants. C'est dire l'importance de ce dossier, même au niveau national. Première question pour lancer un petit peu la discussion avec vous, et puis vous pouvez bien sûr chacun intervenir. Je précise aussi que le temps de parole est chronométré en régie pour veiller tout de même à un certain équilibre. C'est sur cette réforme des universités. C'était la mesure phare du précédent gouvernement. Est-ce qu'il faut revenir? Et je me tourne vers Isabelle Tisse-Saint-Jean qui a combattu forcément cette réforme. Je vais vous laisser commencer. Et qui, vous ne l'avez pas précisé tout à l'heure, hein, je suis en responsabilité au Conseil régional puisque je suis la vice-présidente en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et pour être tout à fait complet, vous étiez dans l'équipe également de Vincent Payon pendant la campagne de François Hollande sur les questions d'éducation. Je suis ce dossier avec énormément d'attention. Ce qui a été annoncé correspond exactement à la demande que j'avais, à savoir qu'il faut reprendre cette loi et la remplacer à la suite d'assises, c'est-à-dire de discussions avec le milieu académique et avec les étudiants, de discussions pour réécrire une loi qui soit plus conforme à un certain nombre d'attentes. L'université et la recherche, c'est vraiment des secteurs qui sont des secteurs absolument déterminants pour notre avenir, pour l'avenir des jeunes, mais pour l'avenir de notre pays, c'est la formation, c'est la qualification, c'est le savoir, la connaissance, et c'est absolument déterminant. On a une chance extraordinaire d'avoir sur notre territoire et sur cette circonscription une très belle université, et je crois que c'est très important. Donc oui, il faut reprendre la LRU, oui, ça va être fait, et oui, elle sera remplacée. Il y aura une nouvelle réforme de l'université. À la suite de discussions, parce que je crois que vraiment la question du dialogue, la question de la concertation doit vraiment être un élément très très important de la nouvelle façon de gouverner. François de Mazières, peut-être, vous souhaitez réagir? Jean-Marc Coursin, que je voyais hocher de la tête. Moi, je réagis en disant, si vous voulez, que je constate que la présidente de l'université, Sylvie Faucheux, qui était candidate, a reconnu l'intérêt de cette loi et a trouvé que ça a été un booster assez extraordinaire pour l'université de Versailles-Saint-Quentin. Et il suffit de le constater, cette université aujourd'hui a un très gros potentiel. Et je dois dire qu'elle s'est développée de façon extrêmement intéressante sur la thématique du développement durable, notamment. Moi, je me félicite de cette réforme. D'ailleurs, j'entends énormément de satisfaction qui ont été exprimées. Pourquoi ? Parce que ça donnait plus d'initiatives aux présidents des universités. Et aujourd'hui, ils sont capables vraiment de modeler leur université, de les rendre plus dynamiques. Et je crois qu'il y a eu un grand progrès. Alors certes, on peut encore faire mieux, mais surtout, essayons d'avoir la raison qui consiste à dire quand des choses ont marché, il faut les garder, les améliorer, mais surtout bâtir sur du solide. Donc deux visions très différentes sur cette réforme de l'université. Je ne suis pas sûre que ça soit le débat central qu'il faille mener aujourd'hui, mais je crois quand même qu'il y a vraiment des choses à reprendre dans cette loi, on l'a toujours dit. Il y a eu quand même un mouvement qui a été un mouvement assez historique dans les universités, de protestation. Aujourd'hui, on a été entendu et les choses seront reprises conformément à nos attentes et je m'en réjouis. On va écouter les deux autres candidats qui sont présents sur ce plateau pour poursuivre le débat et puis il y a d'autres questions d'éducation, d'enseignement qui vont nous intéresser tout de suite après.
Oui, alors bon, l'université de Saint-Quentin, on peut dire que c'est une réussite. Enfin, ça réussit bien, etc. Mais il est certain, là, je suis d'accord avec M. de Mazières, qu'il faut aussi revoir les choses. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce qu'il y a des choses à corriger, etc. Mais l'initiative au départ doit être respectée. Alors, si après ce sont des choses qui empêchent de bien fonctionner, bien, faut les corriger. Mais de faire une nouvelle loi, je ne sais pas s'il faut aller jusque-là. Dominique Touly. Vous souhaitiez intervenir sur cette question? Oui, écoutez, moi, je ne m'exprimerai pas là-dessus parce que je ne veux pas me laisser enfermer sur un projet tout à fait louable qui est local, c'est vrai, qui correspond à la première circonscription. Je voudrais que ça concerne toutes les universités. Oui, tout à fait, tout à fait, mais ça concerne toutes les universités françaises. C'est ce que je dis. Tous les projets concernant l'université sont à cœur d'être menés, ça c'est bien, mais moi je m'intéresse plutôt à avant d'être étudiant. Que se passe-t-il? Donc je pense que c'est la question qui suit. Justement, on arrive sur la question des rythmes scolaires, la formation des enseignants, le rétablissement de 60 000 postes. Il y a des mesures qui devraient être prises en tout cas à la fin du mois de juillet. C'est ce que le ministre Vincent Peillon a annoncé. Votre vision de la situation, est-ce que c'est faisable, c'est souhaitable? Et puis aussi une question sur le fameux semaine des 5 jours. On la parole à Dominique Touly qui du coup a assez peu parlé. On va vous laisser commencer si vous souhaitez. Vous disiez avant d'être étudiant. Écoutez, moi je ne vais pas faire un cours parce que ça va raser tout le monde. Hein. J'ai 29 ans. On n'aurait pas le temps. J'ai 29 ans d'enseignement. Je suis passée de la maternelle à l'université. Donc, je dis que ça commence très tôt, l'enseignement, et qu'il faut la transmission des savoirs pour nous sera primordiale. Les savoirs fondamentaux, à savoir lire, écrire, compter. Beaucoup d'enfants arrivent en 6e et ne connaissent pas ces savoirs fondamentaux. La méritocratie, moi je suis pour la méritocratie parce que quand ces enfants devenus étudiants et après adultes dans le monde professionnel auront à pourvoir un poste, ils devront aussi avoir quelques notes. Donc moi je suis pour les notes. Et enfin, la discipline et l'autorité qui doit absolument être au cœur du sujet avec le soutien de la hiérarchie pour les professeurs. Est-ce que ça passe aussi par une augmentation du nombre d'enseignants? Est-ce qu'il faut augmenter, recréer les postes, par exemple, qui avaient été supprimés ces dernières années, 60 000 postes? Vous êtes en recréer, certainement, mais pas à hauteur de 60 000. D'abord, j'aimerais savoir comment ça va être financé. Pour moi, c'est excessif. Alors, on laissera répondre Isabelle Tissard sur cette question. Je voudrais juste faire intervenir aussi Jean-Marc Coursin, puisque je vous ai vu acquiescer au moment où on parlait de l'autorité à l'école, notamment, ces choses-là. Oh, c'était pas de l'autorité à l'école, non, c'est que l'enfant se sent en sécurité à l'école surtout. Hein, mais ce sur quoi nous on a un mot d'ordre au MODEM, hein, c'est à l'entrée de 6e, tout enfant doit savoir lire, écrire et compter. Et il faut mettre le paquet. L'autre chose, c'est aussi... C'est quoi mettre le paquet? C'est plus d'enseignants. Le paquet, c'est sanctuariser l'éducation nationale, le budget de l'éducation nationale, parce que je crois qu'on est tous d'accord ici que... Mais on revient aux IUFM, par exemple? Est-ce qu'on revient au système du UFM? Enfin, l'UFM ou une autre forme, parce que ça marchait bien et pas très bien non plus. C'est remettre l'année de pratique professionnelle pour les professeurs des écoles et aussi revaloriser, non pas par des primes, parce que quand on est enseignant, c'est pas les primes qui motivent, hein, mais par des salaires décents, car les professeurs des écoles françaises sont bien moins payés que les professeurs dans les autres pays européens. Isabelle Tissard, peut-être sur la question du financement qui était évoquée tout à l'heure par Dominique Touly pour le Front National. Alors, l'ensemble du projet de François Hollande a été vérifié et donc il y a une vraie crédibilité en termes financiers. Donc cette mesure est prise dans l'ensemble et elle correspond à une véritable urgence. Hein. Il y a une dégradation extrêmement forte du système éducatif français, extrêmement forte, notamment avec un point qui est la problématique de la formation des enseignants, qui a été une catastrophe, qui a été menée en dépit du bon sens et qui a là aussi amené à ce mouvement de protestation des universitaires et des enseignants pendant très longtemps et on n'a pas été entendu. Je crois qu'aujourd'hui il faut vraiment reprendre cette problématique, il faut remettre des enseignants parce qu'on voit, et notamment dans l'Académie de Versailles, les difficultés en termes de remplacement, en termes d'enseignants pour les enfants qui rencontrent des difficultés, les systèmes de RAZ. Donc on voit qu'on a ici un dossier énorme. On a par ailleurs
d'ailleurs vraiment besoin, et je me réjouis du premier geste qu'a fait notre nouveau président de la République, de rendre hommage au corps éducatif, de lui redonner sa confiance en allant donc rendre hommage à Jules Ferry et à Marie Curie. Les candidats sont très disciplinés. On a vu François de Mazière lever le doigt. Oui. Justement, le sujet s'y prête. On parle d'école, alors tout de même. Le sujet s'y prête. Ce que je voulais dire, c'est que vous avez commencé votre question sur le rythme scolaire, qui est extrêmement importante, parce qu'en plus, ça concerne aussi les collectivités locales. Parce que les rythmes scolaires, si vous faites 4 jours au lieu de 5, ou plutôt 5 au lieu de 4... C'est elles qui devront décider en cas de semaine à 5 jours. Or, ce que je constate tout de même, c'est qu'il y a eu déjà un petit peu de la friture entre une déclaration un peu rapide, il faut bien dire, de ministre sans qui avoir dit, négocié avec voilà, la fédération. le Premier ministre qui dit ah non, pas du tout, il faut négocier. Et ça, je crois que c'est important. Parce qu'au fond, on est en train de dire, avec 60 000 professeurs supplémentaires, tout va s'arranger. Mais c'est pas vrai, on le sait bien. Le problème de l'éducation, c'est beaucoup plus aujourd'hui grave, sérieux, et il faut une véritable concertation. Je crois qu'on fait la bonne connaissance. Elle est chez les enseignants, elle est chez les parents, et je pense qu'il faut commencer, et je dois dire que j'apprécie plus effectivement la démarche que le Premier ministre a rattrapée là, mais ça me paraît un peu étonnant d'ailleurs, le Premier ministre obligé, là, il y a une concertation, ça doit se faire. Ça me paraît plus simple parce que les bonnes solutions, elles sont dans l'éducation nationale. Et je tiens à dire que 60 000 postes supplémentaires, alors qu'aujourd'hui, le premier poste de dépense de l'État, c'est le remboursement de la dette publique. C'est 48,8 milliards cette année. Et donc, c'est plus que les dépenses pour l'éducation. Et je crois qu'il faut tout de même ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Si on veut vraiment restaurer à la fois l'éducation, mais aussi l'emploi en France, il faut commencer tout de même à s'attaquer à un gros problème, qui est celui des déficits publics. Et il ne faut pas annoncer des mesures qui coûteront trop cher. Et demain, on ne saura pas les financer, et ça sera pire qu'aujourd'hui. On va changer on pourrait parler longuement de l'enseignement de l'éducation. Que n'ont-ils fait avant Voilà, on pourrait longuement parler de l'éducation. On va changer de thématique. Je vous propose de parler d'environnement parce que c'est important aussi sur cette circonscription. Évidemment, il y a le Grand Paris. Évidemment, il y a ce métro qui doit relier Versailles à Orly. Doit-il passer en aérien comme c'est prévu actuellement ou doit-il être enfoui? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on fait avec ce métro qui est indispensable? Je pense que tout le monde autour de la table est d'accord là-dessus. Non? Ah bah oui. Non, vous me regardez, je me dis. Pardon, allez-y. Non, je vous en prie. Choisis sur ce plateau. 2 points indispensables en faisant quand même attention, qu'il y ait un certain nombre d'engagements, je pense en particulier à l'amélioration de la ligne C du RER, de sa modernisation, un certain nombre d'engagements qui doivent être pris pour améliorer l'ensemble du réseau des transports en commun, que cela soit tenu également. Donc il faut mener les deux choses de front. Sur la question précise de enfouissement, pas enfouissement, moi je pense que dans les zones urbaines, il faut un enfouissement. Il n'est pas imaginable d'aller sur une ligne aérienne dans les zones urbaines. Pour le reste, je pense qu'il faut de la concertation. Je m'étonne un petit peu de changement de position, alors pas de François de Mazière, mais de Valérie Pécresse, qui entend que... Oui, mais sur l'intégralité du trajet, là où, visiblement, en tant que ministre antérieurement, ministre du budget, elle n'avait pas tout à fait la même position. Donc là, elle est aujourd'hui candidate, et donc il faut enfouir, alors que l'enveloppe initiale est compliquée. Donc je pense qu'il faut reprendre ce dossier dans la concertation, ce qu'encore une fois, le gouvernement précédent n'avait pas su faire. Mais en tous les cas, dans les zones urbaines, il faut un enfouissement de la ligne. François de Mazière ? Je pense que cette ligne, elle est fondamentale. D'ailleurs, dans votre présentation, vous disiez 3 gares. Pardonnez-moi, mais sur la circonscription, il y en a 4. Parce que la 4e, c'est Chantier, il ne faut pas l'oublier. Et donc, elle est fondamentale parce que ça permet de relier Orly, Massy, qui est un pôle TGV, 3 gares sur le plateau de Saclay où il y a un projet de développement exceptionnel, 2 gares donc qui seraient ici, entre le technocentre et l'université, le plateau de Satory, et puis, effectivement, Chantier. Donc, une gare fondamentale pour le développement de nos 3 villes, puisque nous parlons pour les 3 villes qui sont dans la circonscription. Pour la question de l'enterré, alors ma position est très claire. Surtout que je me suis énormément battu pour cette ligne supplémentaire
supplémentaires dans le cadre de mes responsabilités de maire, mais aussi en tant que président de la Cité Architecture et Patrimoine, puisque beaucoup de choses sont passées sur le Grand Paris dans cet établissement que je présidais, que j'abandonnerai si demain les électeurs décident que je sois leur représentant. Je l'ai pris cet engagement. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai toujours dit, aborder ensuite l'autre thème qui est l'économie. Et je partage l'avis qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une zone urbanisée, vous ne pouvez pas du jour au lendemain imposer sous la fenêtre de quelqu'un un transport aérien. Par contre, donc ça veut dire l'enfouissement, bien sûr. Par contre, il y a des zones, si elles ne sont pas intéressantes au niveau environnemental, on peut imaginer effectivement du transport aérien. Et je crois que sur le plateau, par contre, de Saclay, il y a des zones à protéger d'un point de vue environnemental. Jean-Marc Coursin pour le MoDem, Dominique Touly ensuite pour le Front National, si vous souhaitez vous exprimer sur ces questions, et ensuite on parlera d'économie. Rassemblement bleu marine. Rassemblement bleu marine. Ça dépend des candidats. Il y a des candidats en préfecture, l'étiquette présentée, c'est Front National. D'accord, mais enfin bon, nous on s'est fié à l'étiquette présentée par le. Voilà, mais enfin, c'est quand même le Rassemblement bleu marine. Mais le parti n'a pas changé, et ceci dit sur ces questions. Donc du métro, quelles sont vos positions un petit peu respectivement, donc pour le Rassemblement bleu marine et puis ensuite. Écoutez, encore une fois, toute innovation est bonne à prendre, mais moi j'en ai un petit peu assez de ce parisianisme. Moi je pense qu'il n'y a pas que Paris, il y a aussi beaucoup de Français en zone rurale qui sont privés de trains, de TGV, de lignes, même des lignes par exemple pour la Normandie, mais c'est très pauvre les lignes pour aller en Basse-Normandie par exemple, mais c'est effrayant. Donc Paris, mais c'est très bien, mais c'est grandiose, c'est magnifique. Moi, j'aurais préféré que cette ligne soit comme dans les grandes villes françaises et comme on peut voir sur les boulevards des Maréchaux, entourée de gazon, d'espaces verts, mais que la circulation routière ne soit pas non plus totalement arrêtée, que ceux il n'est pas prévu d'arrêter la circulation. Non, j'en suis bien d'accord. Mais enfin, bon, il est bien vrai que ce chantier gigantesque... C'est pas la priorité pour vous, vous auriez préféré une autre priorité en ce qui concerne Oui, plus française pour tous les Français de France qui sont privés, eux aussi, de transport. Jean-Marc Coursin. Du point de vue de la circonscription et de l'Île-de-France, il est certain que ça a un intérêt et que tout le monde ici le trouve bien, peut-être par madame. Mais c'est pareil, c'est toujours la question d'allocation de financement. Or, nous sommes pris à la gorge, comme l'a rappelé M. de Mazières. On a un surendettement, l'argent, il faut le trouver. Alors, la question de l'enfouissement ou non, il est certain que tout le monde préférait qu'il soit enfoui. Le problème, c'est que ça coûte beaucoup plus cher. Maintenant, je ne connais pas tous les dossiers dans tous ces détails. Je vous expliquerai quand vous voulez. Vous pourrez en parler ensuite. Aussi des explications voilà, vous pourrez poursuivre ensuite la discussion en antenne, puisque c'est d'autres candidats qui vont nous rejoindre dans un instant. Auparavant, un dernier point assez rapidement qu'on va aborder. Il nous reste à peu près 2 minutes. C'est les questions de l'économie. Économie, emploi. Jean-Marc Coursin pour le MoDem. Vous êtes également président des quinquas citoyens. Oui. Les quinquas citoyens, donc forcément, votre priorité, c'est de mettre l'accent sur les seniors. Si je résume. Oui, pas seulement les seniors, c'est les jeunes aussi, puisque je suis aussi secrétaire général d'une autre association pour les jeunes en quartier difficile. Et c'est tout le problème de la discrimination aussi à l'emploi. La priorité doit être, on peut dire la croissance. Si on dit croissance égale emploi, or il faut le savoir, la croissance peut ne pas être égale à emploi. Il faut le savoir, ça. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est, d'une façon générale, alors au niveau national évidemment, c'est augmenter le taux d'emploi en France. Parce qu'on parle du chômage, mais c'est le taux d'emploi en France qui compte. On a 64% de taux d'emploi chez nous, alors qu'il y en a 71% en Allemagne. Et c'est ça qu'il faut développer. Parce que c'est 3 millions d'emplois qui nous manquent, qui sont en particulier dans les PME, qui sont en Allemagne et pas en France. Nous avons des champions nationaux et aucune PME, et sinon que des petites. Et ça, c'est notre problème. Et ce sont les petites et les PME... Soutenir les PME. Oui, mais pas simplement les PME, tout ce qui est proximité, les petits commerçants, les entrepreneurs, etc. C'est eux qui créent les jobs. Et François de Mazières, Isabelle Tissangeau ont l'air plutôt d'accord avec vous.
Les petits commerçants, ça, je suis d'accord, on fait ça à Versailles, on les soutient parce qu'ils sont formidables. Il y a à Versailles 1600 commerces de proximité. Je peux vous dire, avec mon équipe, on se bat pour eux parce qu'effectivement, ils font de l'emploi. La vraie réussite, à mon avis, sur la circonscription, c'est Saint-Quentin en Yvelines. Hein, vous le disiez tout à l'heure, deuxième pôle économique. Donc c'est Montigny-Guyancourt, une vraie réussite économique, une vraie réussite aussi sur Guyancourt en termes de mixité sociale. Hein. On arrive à avoir une partie du territoire qui est à la fois extrêmement dynamique économiquement, où en même temps le taux de chômage est plus faible. Donc on arrive, on peut le faire. Cette phrase-là, mais je suis obligé de vous interrompre juste pour veiller à l'égalité, puisque nous avons presque fini cette séquence. Vous êtes à peu près à 5 et 4 minutes chacun, sauf en ce qui concerne Dominique Touly. Donc ça va vous permettre de conclure ce premier plateau avec ces 4 candidats sur cette première circonscription, sur les mesures pour l'économie. Quelles seraient vos priorités pour l'économie ? 8 millions de pauvres, 5 millions de chômeurs. Qu'est-ce qu'on fait ? On n'a plus d'argent. C'est la question que je vous pose. On n'a plus d'argent. Non, mais là, on parle dans le vide. On n'a plus d'argent. Les Français le savent. Écoutez, je pense que l'actualité va nous donner raison. Hein, tout l'argent qu'on envoie dans les pays européens appauvrissent les Français. Donc, il va falloir absolument revenir à un protectionnisme raisonné. Le retour aux frontières sans les fermer. Attention. Hein, on est quand même pour l'ouverture. Nous sommes pour une nouvelle Europe, l'Europe des nations. Il faut que la France redevienne la France et que l'emploi soit reboosté par les entreprises françaises. Et vous êtes tous à peu près à 5 minutes, sauf pour Monsieur Coursin, il vous reste 30 secondes si vous vouliez ajouter quelque chose sur le programme du MoDem, votre programme. Eh bien, moi j'ai une particularité, j'ai 35 ans d'expérience de l'entreprise que je connais de l'intérieur et je peux vous dire un peu comment on peut motiver les entreprises à créer des emplois et à les garder en France. Ça c'est votre atout pour cette campagne qui se poursuit jusqu'au premier tour. Merci à tous les 4 d'être venus donc sur ce plateau. 4 autres candidats, Catherine, vont nous rejoindre dans un instant. Auparavant, ce sont les Yvelinois, les Saint-Quentinois qui ont la parole et ceux de la première circonscription justement. Nous leur avons demandé ce qu'ils pensaient du bilan d'Étienne Pinte, le candidat UMP sortant et qui détenait la circonscription depuis 1988 et qui ne se représente pas cette année. Il a eu des décisions qui étaient courageuses par rapport à son parti. Il faisait ce qu'il pouvait, mais je trouve une différence avec le nouveau maire, avec M. de Mazières, qui a rajeuni un petit peu Versailles, disons, qui a un côté écolo qui ne me déplaît pas du tout, qui ne met pas de produits chimiques pour enlever c'est important pour enlever les mauvaises herbes. Il y a le mois Molière qui est bien, enfin bon, mais j'ai rien contre M. Pinte, de toute façon. Il a été très ferme sur l'enseignement libre dans les années en 84. Voilà. Vous avez trouvé ça bien ? Oh ben oui. Ben je travaillais au secrétariat général d'enseignement catholique, alors bon, je défendais cette cause, voilà. D'après les articles qu'on lit, il est parfait, il est investi dans tout un tas de choses positives, mais je ne vais pas voir si c'est la vérité ou non. Eh bien, il a bien travaillé pour Versailles à cette époque-là. Maintenant, il est à retraite, il a 73 ans, voilà. En tant que député, vous savez un petit peu ce qu'il a fait ou pas ? Un député, je sais pas. Je le vois là-bas quand il est à l'Assemblée. Quand il est à l'Assemblée, je le vois. Vous en pensez quoi alors ? Bon. Je crois qu'il est meilleur que celui qui va se présenter là. Je crois. Hein.